Aujourd'hui, sur le plateau d'Encordé, Jérémy, le fondateur d'eGreen, et Thibaut, le responsable du développement. Ils vont nous hisser au changement du comportement des utilisateurs d'espaces tertiaires et au sens de leur responsabilité pour faire baisser la consommation d'énergie. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Thibaut. Bonjour Olivier. Bonjour l'équipe d'eGreen. Vous auriez pu venir sur ce plateau tout de vert vêtu. Séquence super pouvoir. Jérémy, les sciences du comportement. En 2, l'analyse des données de consommation. En 3, l'application digitale pour avoir accès à ces données. Sont les 3 contenus du super pouvoir d'eGreen? Tout à fait. Si on veut résumer, notre super pouvoir, c'est de réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments grâce, on l'a dit, aux sciences du comportement, à l'analyse des données et au digital. C'est en fait issu d'une étude que j'ai réalisée à Berkeley aux États-Unis dans le champ de la psychologie et de la motivation, avec comme objectif d'identifier ce qu'on appelle des fonctionnalités persuasives, donc finalement des biais motivationnels qui permettent d'engendrer des changements de comportement. Avant d'analyser ces comportements, il faut d'abord peut-être les enregistrer. Comment vous faites? Exactement. C'est là où il y a l'analyse des données qui vraiment intervient. Donc on collecte toutes les données de consommation du bâtiment, en passant par les compteurs communicants, en installant des capteurs, en passant par les factures. Et toutes ces données de consommation nous permettent dans un premier temps d'identifier ce qu'on appelle un modèle de consommation et ensuite d'identifier des gisements d'économie qui peuvent être activés soit par des travaux, c'est le modèle un peu classique, soit par de l'optimisation des équipements, soit par le changement de comportement des occupants. Et c'est vraiment sur ce dernier axe qu'on intervient par la suite. Merci Jérémy pour ce super pouvoir. Monsieur, passons à la séquence Alliance. Thibaut. Olivier. La prise de conscience des utilisateurs. Alors Thibaut, je rappelle que tu es le directeur du développement d'eGreen. Donc Exactement. toi, tu vas à la pêche, tu vas prospecter, il faut convaincre le client. Est-ce que finalement, tes alliés ne sont pas les utilisateurs du bâtiment parce qu'ils ont déjà pris conscience qu'il faut changer quelque chose? En fait, on est tous alliés dans la même équipe, propriétaires, bailleurs, locataires, occupants de bâtiments. Dans l'idée où, en fait, on a tous l'objectif de réduire les consommations du bâtiment. Alors, effectivement, les occupants ont un rôle clé, parce qu'ils peuvent réduire, d'après les chiffres de l'ADEME 2019, jusqu'à 30% des consommations. Et, de même, en adoptant un comportement plus éco-responsable. D'accord. Et finalement, du coup, eGreen, notre objectif, c'est justement de les inciter à adopter ce comportement plus éco-responsable. Pour ça, il y a différents leviers. Nous, on en met 3 en place. On a un levier plutôt physique. Et donc là, on parle de nudge. C'est comment est-ce que vous mettez en place un visuel pour inciter un usager à adopter le bon usage. D'accord. On a un levier digital, qui sont les challenges éco-responsables. Et on a un atelier d'animation, donc qui est plus de la sensibilisation, pour sensibiliser un maximum de personnes. D'accord. Alors, je vais revenir sur toi, Jérémy. Mais comment on sensibilise le preneur d'ordre? Alors, le preneur d'ordre, on le sensibilise... Le donneur d'ordre, pardon. Donneur d'ordre. Le on sensibilise sur 2 grands axes. Ouais. Le premier axe, c'est le portefeuille. Les consommations d'énergie... Vous touchez au portefeuille? Très important. Ouais. Et donc, réduire ces consommations d'énergie, c'est faire des économies. Et donc, ça intéresse forcément le donneur d'ordre. Et on l'intéresse également sur la partie réglementation. Il y a un décret qui est paru, qui s'appelle le décret tertiaire, et qui impose, dans un premier temps, de collecter toutes les données de consommation de son patrimoine immobilier, et dans un deuxième temps, de réduire de 40% ses consommations d'ici 2030. Donc on voit que c'est des objectifs très ambitieux, et donc il y a forcément un intérêt sur nos solutions de changement de comportement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Thibaut, je reviens vers toi pour la séquence expérimentation. On envoie expérimentation. Thibaut, peux-tu nous décrypter un cas client type? Alors, un cas client type, on en a plusieurs. Si j'imagine, mais un type. On va prendre la ville de Paris. Alors, une collectivité. Collectivité. C'est très bien, très bien. Si ça vous va. Ouais, super. Avec qui on a travaillé. La première chose qu'on a fait avec eux, c'est simple, on a mis en place, comme le disait Jérémy, un outil de suivi des consommations pour voir un peu d'où on partait. Ce qui nous a permis d'analyser les problématiques d'usage qu'il y avait dans le bâtiment. Et derrière, là, on est dans un bâtiment de la ville de Paris. C'est quoi? C'est l'hôtel de ville, là? L'hôtel de ville. Ah, pardon, d'accord, c'est l'hôtel de ville. Mais on pourrait faire ça dans plusieurs bâtiments publics, dans les écoles, les gymnases, ce genre de bâtiments. Donc on met des capteurs. Alors, c'était la mairie du 17e. La mairie du hôtel de ville? D'accord, 17e arrondissement. D'accord. Exactement. Et donc derrière, on va déployer
la méthode pour sensibiliser les occupants. Et pour ça, et pour accompagner au changement de comportement les occupants. Et pour ça, on a mis en place des nudges et un challenge éco-responsable. Et en quelques mois, on a réussi à atteindre 20% d'économie sur leur bâtiment. D'accord. Donc, je résume. On place des capteurs, donc on regarde les habitudes des consommations, on incite sans contrainte à changer quelques habitudes et on diminue la consommation d'énergie du bâtiment. Exactement. C'est ça? Ouais, exactement. Jérémy, ça fait 8 ans déjà? Tout à fait. On n'appelle plus eGreen une start-up, on l'appelle quoi? Une entreprise? Start-up, une vieille start-up. Une vieille start-up. Exactement. Bravo déjà pour l'idée. Je crois qu'elle vient de loin. L'offre initiale a-t-elle aussi évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, Green correspond à un besoin? C'est-à-dire, est-ce que ce fameux mot, employabilité, est-ce que c'est le moment pour Green? Alors j'espère. Il y a plein de questions là-dessus. Tout à fait. On a parlé un peu du décret tertiaire, donc c'est vrai qu'avoir un marché réglementaire, ça booste forcément. Quand on a créé la société en 2012, les changements de comportement pour faire des économies, finalement, c'était un peu la dernière roue du carrosse. On allait privilégier l'isolation thermique, on allait privilégier les changements d'équipement, le relamping LED par exemple. Mais on sent le relamping LED, donc c'est de changer des éclairages en LED. Pardon. D'accord. Non, mais très bien, très bien. Et on sent que maintenant, il y a une écoute beaucoup plus importante, à la fois sur l'analyse des données de consommation et sur le changement de comportement. Thibaut, on a un peu parlé, quand on met en place un challenge d'économie d'énergie, on touche aussi d'autres approches. On touche tout ce qui est lié à la cohésion sociale, au team building entre les équipes. Ça crée finalement dans une équipe de collaborateurs. On a travaillé avec BNP Paribas, avec d'autres banques comme Natixis. En fait, ça va faire une émulation. Ça joue aussi sur la marque employeur de l'entreprise qui va véhiculer des bonnes pratiques. Oui, mais on peut pas dire qu'eGreen, on peut pas résumer eGreen à un serious game. Ça va au-delà. Il y a quand même, vous touchez la science comportementale. Bien sûr, exactement. Moi, je fréquente beaucoup de startups. Tout à fait. La première fois qu'on me parle digital et sciences comportementales. Exactement, mais on s'aperçoit que le gaming, en fait, c'est extrêmement persuasif. Pouvoir jouer entre nous, avoir une compétition, on a tous envie de gagner. Ça crée du lien entre les équipiers. Ça crée finalement également une communication possible à l'extérieur, mais aussi en interne. Et donc, en fait, même si le terme serious game est des fois un peu connoté, toutes ces animations qu'on met en place au travers d'une démarche ludique, on a d'ailleurs, par exemple, développé un jeu vidéo dans le cadre d'un projet européen financé par la Commission européenne, qui est, à notre connaissance, le premier jeu vidéo qui allie des actions dans la vie réelle, donc des éco-gestes qu'on met en œuvre dans sa vie réelle, avec une validation derrière, soit par des capteurs, soit par des photos d'éco-gestes, et une expérience de jeu virtuel. Et en fait, c'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus puissant en termes de changement de comportement, et donc on arrive à des économies bien plus importantes à la fin grâce à ça. Jérémy, puisque tu parles de jeu, moi je vais te proposer un quiz. Parfait. On adore les jeux. Parfait. Un quiz aussi. Séquence, quiz. On envoie le générique et le décor. L'instant du quiz. Jérémy et Thibaut, quiz, vous êtes concurrents, des réponses rapides. Il me faut un gagnant au bout des 3 questions. Le décret tertiaire prévoit la baisse des consommations en énergie finale des parcs tertiaires français avec des objectifs. Jérémy et Thibaut, l'objectif pour 2030, quel est-il? Moins 40%. Moins 40%, 1 point. 2040? Moins 50%. Non. Oui, 2 points. 2 points. 2060? Moins 60%. Bravo, 2-1. Alors. Ouais, j'ai eu un point. Ouais, 2-1. Jérémy ou Thibaut, 2030, moins de 40%, c'est réalisable? Très vite. Réalisable ou pas? C'est ambitieux. C'est ambitieux. Question 2. 2-1. 2 pour Thibaut, 1 pour Jérémy. Qu'est-ce que l'effet d'ancrage en sciences comportementales et en psychologie cognitive? Qu'est-ce que l'effet d'ancrage? Alors, vous avez le droit de nous dire, je ne sais pas. L'effet d'ancrage, Jérémy, vas-y. C'est ce qui permet en fait d'ancrer un changement de comportement. Et donc pour ça, il y a plusieurs objectifs et plusieurs leviers qui permettent finalement de pouvoir avoir une prolongation de cet effet sur le long terme. À quel moment intervient l'effet d'ancrage? Alors l'effet d'ancrage, on est dans les sciences comportementales. Hein. Il intervient à plusieurs moments. Il peut intervenir au tout début, au moment où on fait l'action. Donc, par exemple, on peut prendre différents exemples de nudge où il y a un effet d'ancrage parce qu'en fait, ça va orienter vers un choix A plus éco-responsable, par exemple, qu'un choix B. Et ensuite, il faut également, pour continuer à avoir un effet d'ancrage, animer et continuer à mobiliser
l'ensemble de ces changements de comportement. Bravo, on a un champion, il égalise, 2-2, c'est ça. Alors, on pouvait aussi préciser que, pour que tout le monde puisse bien comprendre, que l'effet d'ancrage, en fait, il s'agit du fait que les individus ont tendance à raccrocher leur jugement à une première information qu'ils ont reçue. D'accord ? L'encre. Première information, l'encre. Et lorsqu'ils doivent prendre une décision, soit dans un contexte baigné d'incertitude, soit parce que les habitudes sont persistantes, bien souvent, ils restent dans l'effet d'ancrage. D'où la difficulté de changer les comportements. Voilà. Encore plus à long terme. Ok. Question 3. Le nudge est un concept issu des sciences comportementales. Il pousse des individus à changer leur comportement ou à faire des choix sans être sous la contrainte. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Tout à fait. Super. Messieurs, dans les années 1990, l'aéroport d'Amsterdam Schiphol a créé un jeu destiné... Moins de 80%. Ah non, mais laissez-moi finir la question parce qu'il faut que les gens comprennent. Dans les années 1990, l'aéroport d'Amsterdam Schiphol a créé un jeu destiné aux messieurs pour les amener à avoir un comportement plus respectueux des lieux. Lequel ? Allez, chacun sa réponse. C'était donc dans les urinoirs, ouais. Permettant à ces messieurs qui étaient assez sales quand ils allaient uriner, de viser au bon endroit, l'endroit où ça fait le moins d'éclaboussures. Et comme l'a dit Thibaut, ça a permis de réaliser 80% d'économies d'eau liées au nettoyage de ces toilettes. Ça a été, je crois, l'exemple type du nudge. Exactement, c'est l'exemple. Vous êtes d'accord ? Très marquant. C'est le nudge le plus connu. À chaque fois que j'en parle à un client, quand je commence par expliquer le nudge, ils ne savent pas forcément, mais après, derrière, on commence à parler de la mouche et tout de suite, c'est plus parlant. Ça a permis aux hommes d'ajuster le tir ? On peut dire ça. On est d'accord ? Bon, je vous remercie. Un petit historique sur le nudge, Jérémy. Alors, le nudge, c'est issu de l'économie comportementale. Il y a un peu le père fondateur qui est Richard Thaler, qui, en fait, contrairement à l'économie classique où on considère qu'un agent prend ses décisions de manière tout à fait rationnelle, avec une réflexion derrière, il a montré qu'en fait, on prenait dans notre vie de tous les jours énormément de décisions de manière irrationnelle. Et en fait, on n'a pas conscience souvent de ces décisions, et ça représente près de 90% de nos décisions au jour le jour. Ça a plusieurs explications, mais une des explications, c'est que l'homme, avec un grand H, cette fois-ci, est très fainéant, et le coût cognitif de réfléchir pour prendre une décision, finalement, on n'a pas souvent envie de le prendre. On va prendre notre décision par rapport à nos émotions du moment, à notre expérience, à ce que font nos voisins, nos amis, etc. Et donc en montrant que l'économie finalement se trompait un peu, n'était pas basée sur ce côté très rationnel, il a pu montrer qu'en fait on pouvait également orienter des choix, sans forcément que l'individu en ait conscience. La mouche, l'individu n'a pas conscience qu'elle est placée là pour réduire les éclaboussures, pourtant il la vise et ça réduit les éclaboussures. Et donc en fait, contrairement aux affichettes classiques, veuillez laisser les toilettes aussi propres que vous les avez trouvées, qui appellent finalement notre raisonnement et qui sont très inefficaces, le nudge est là pour faire changer le comportement avec une efficacité extrêmement importante. Fin de quiz, égalité partout, 2 vrais champions. Retour sur le plateau d'Encordé. Il me reste à remercier Jérémy. Merci à toi, Thibaut. Merci Olivier. Modifier nos comportements n'est pas chose aisée, je vous l'accorde. En référence à une citation du Dalai Lama, si parfois nous nous sentons seuls ou trop petits pour changer le monde, alors faisons l'expérience de passer une nuit avec un moustique et voyons qui empêche l'autre de dormir. Salut!